Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence live des Sentinelles. Donc, comme vous le savez, depuis maintenant un peu plus d'un an, nous nous retrouvons tous les mois pour vous présenter les résultats d'études qui ont été permis grâce à votre mobilisation, cette communauté de plus de 36 000 volontaires qui s'est inscrit sur la plateforme des Sentinelles pour aider médecins et chercheurs à progresser plus vite et à obtenir plus rapidement des résultats sur la recherche sur le cancer. Donc notre objectif avec ces conférences, c'est de faire se rapprocher les citoyens, les médecins, les chercheurs pour accélérer encore nos connaissances sur le cancer et vous permettre d'avoir un accès direct à ces personnes qui peuvent mener des projets grâce à votre implication. Ce soir, nous allons parler d'un sujet important qui est l'impact qu'a peut avoir la maladie, non pas sur les personnes directement concernées par la maladie, mais sur leur entourage proche et ce qu'on appelle les aidants, les personnes qui vont accompagner les personnes malades au quotidien pour faire face aux conséquences de la maladie. Ça a été le sujet de plusieurs études qu'a mené Delphine Grimbert, qui est notre invitée ce soir. Donc, Delphine est chercheure en psychologie de la santé à l'Université de Lille et elle va donc nous présenter les résultats d'études qu'elle a menées grâce à la communauté des Sentinelles. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle quelques règles pour cette conférence. Vous avez plusieurs espaces à votre disposition. Un espace de chat où vous pouvez partager vos remarques sur la conférence. Un deuxième onglet pour poser plus spécifiquement des questions que je relayerai à Delphine dans une deuxième partie de cette conférence après sa présentation. Et un troisième onglet, sondage, qui sera activé au cours de la conférence et qui nous permettra de vous poser des questions et de pouvoir faire réagir Delphine sur les résultats que vous apporterez à ces quelques sondages. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long et je laisse donc la parole à Delphine pour sa présentation. Merci Delphine. Merci beaucoup Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais commencer ma présentation et voilà, et on pourra discuter après des questions que vous aurez. Alors, attendez, pardon, je recommence. Ok. Super. Ok, c'est bon pour la Oui, c'est présentation? bon, ça s'affiche bien. Super. Parfait. Et donc, je commence ma présentation. Donc, comme l'a dit Guillaume, donc, je m'appelle Delphine Greenberg. Je travaille à l'Université de Lille au laboratoire Scalab et je travaille dans le domaine de la psychologie de la santé et domaine des émotions, de la régulation des émotions et surtout de l'empathie. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler des liens qu'il peut y avoir entre les difficultés au niveau de l'empathie des patients et les liens que ça peut avoir avec le bien-être des aidants. Et pour vous montrer un aperçu de la présentation que je vais vous faire, je vais d'abord parler des aidants dans le cancer, les aidants de manière générale et dans le cancer. Je vais également aborder les facteurs qui sont connus dans la littérature et qui sont connus pour impacter justement le bien-être des aidants. Et je vais plus spécifiquement me focaliser sur la dimension sociale et encore plus spécifiquement sur l'empathie. Et je vais vous présenter 3 études, dont 2 études ont été menées grâce aux Sentinelles. Une première étude que je développerai, mais je vais déjà un peu vous donner un aperçu de ce qui va être abordé. Donc, une première étude qui concerne la perception qu'ont les aidants des difficultés sociales des patients qui présentent n'importe quel type de cancer. Dans une deuxième étude, je vais vous présenter également des résultats de la perception toujours qu'ont les aidants des difficultés, des habilités sociales des patients, et plus spécifiquement ici une étude qui porte sur les patients qui souffrent d'un gliome. Et je vais également vous présenter des mesures plus objectives de ces habilités chez les patients. Et enfin, dans une troisième étude, je vais vous présenter les résultats des mesures qui ont été faites auprès de patients et surtout de patientes des sentinelles pour avoir vraiment un tableau plus global des liens entre ces variables.
Donc, pour commencer, c'est quoi être aidant? J'imagine qu'il y a des aidants parmi vous et voilà, le sujet parle directement. Donc, être aidant, c'est fournir une aide au quotidien, une aide physique, ça peut être une aide de soutien social, de soutien émotionnel, une aide financière. Qui est-ce que ça peut concerner? Ça concerne principalement un membre de la famille, ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants, ça peut être aussi les parents. Des amis peuvent également être aidants. Et enfin, dans une étude justement qu'on a menée grâce aux Sentinelles, on a vu qu'il y avait des aidants qui étaient en fait les collègues des patients. Donc on voit même une certaine variabilité, même si voilà, les membres de la famille constituent sont les principaux aidants des patients. Alors, qui est-ce que ça concerne plus spécifiquement dans le cancer? Il faut savoir, voilà, l'étude Ipsos sur le site de la Ligue contre le cancer, on voit ces chiffres. Donc, 4 millions de Français vivent avec le cancer et être aidant, ça concerne environ 5 millions de Français. Alors, au quotidien, c'est quoi? C'est passer plusieurs heures à aider la patiente. Et certaines études montrent que ça peut aller jusqu'à environ 8 heures par jour et donc entre 30 et 40 heures par semaine. Les aidants, donc, comme je disais, ils aident au quotidien, mais ils aident aussi à la communication avec les soignants. C'est aussi un rôle important des aidants. Alors, quel est l'impact du fait d'être aidant sur le patient, sur l'aidant lui-même? Énormément de choses. Ça amène plus de stress chez l'aidant, plus de risques de dépression et d'anxiété chez l'aidant, des difficultés sociales où l'aidant va, du fait d'être occupé aussi et d'avoir un certain risque d'épuisement, risque aussi de s'isoler. Un sentiment de fardeau en termes de charge de travail que peut amener finalement le travail d'aidant, un impact sur la qualité de vie de la personne, c'est-à-dire la perception qu'a la personne de sa santé, de ses relations sociales, de sa situation dans la vie de tous les jours. Des troubles aussi au niveau de la santé physique, donc avec plus de risques. Par exemple, une étude avait montré qu'il y a plus de risques d'avoir un trouble cardiaque en étant aidant, et aussi des risques d'avoir plus de difficultés financières et des risques d'absentéisme au travail du fait d'accorder le temps aux patients. Donc on voit qu'être aidant, ça a un impact, ça peut avoir un impact négatif. C'est vrai que je n'ai pas parlé des impacts positifs, mais c'est vrai qu'ici je parlais plus d'impact négatif. Alors, dans la littérature, qu'est-ce qu'on sait des facteurs qui vont prédire justement le bien-être, la qualité de vie des aidants? Il y a des facteurs qui sont plus spécifiques à l'aidant lui-même. Donc, est-ce que ça fait longtemps qu'il prend en charge le patient? Par exemple, si l'aidant est au chômage, s'il a déjà des problèmes financiers. Un niveau d'éducation plus faible aussi peut être un prédicteur peut prédire plus de risques de dépression et d'anxiété. Un faible soutien social aussi peut mener à plus de risques d'avoir des symptômes dépressifs ou anxieux. Et des personnes plus jeunes aussi sont plus à risque d'avoir ce type de symptômes. Il y a aussi parallèlement des facteurs qui sont plus spécifiques au patient lui-même, soit à des caractéristiques démographiques, soit à des caractéristiques cliniques. Et quelques exemples aussi, ici, si le bien-être physique des patients va impacter la qualité de vie des aidants, et si aussi, par exemple, le patient se trouve plus dans une phase aiguë par rapport à une phase non aiguë. Et ce qui m'a intéressée dans ce projet, c'est de me baser sur la perception qu'ont les aidants des difficultés des patients. Donc ici, on avait avant, on avait des variables un peu plus objectivables, disons. Ici, ce qui était intéressant, c'est de voir quel est le lien entre le bien-être de l'aidant et la perception qu'il a ou qu'elle a des difficultés des patients. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement d'études et la plupart des études se sont focalisées sur les patients qui souffrent d'un gliome, c'est-à-dire une tumeur cérébrale. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est le fait d'évaluer et de percevoir chez le patient des troubles au niveau de la santé mentale, donc par exemple plus d'anxiété, de dépression, d'irritabilité chez le patient,
ou de percevoir des difficultés dans les activités quotidiennes, par exemple s'ils perçoivent que la personne a des difficultés à s'habiller tout seul, à faire sa toilette, etc. Et ça peut impacter la qualité de vie de l'aidant. Et aussi si l'aidant les aidants perçoivent des troubles cognitifs, donc des problèmes, des troubles d'attention, des troubles de mémoire chez le patient, ça peut impacter la qualité de vie de l'aidant. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la notion de le rôle de la dimension sociale et donc des relations sociales. Et donc, ce que des études ont pu montrer dans cette population, c'est que des difficultés au niveau social ici évaluées avec des questions du type la personne a du mal à rentrer en interaction avec des personnes qu'elle ne connaît pas, la personne est plus inhibée socialement, on voit que ça peut avoir un impact sur la qualité de vie de l'aidant. Et moi, c'est vraiment cette dimension-là qui m'intéresse. Et pourquoi est-ce que cette dimension d'empathie, elle est si importante? Elle est importante dans le sens où elle va vraiment avoir plein d'impacts positifs pour la personne, pour ses relations. Et plus spécifiquement, ce qu'on avait montré déjà dans une revue de littérature, c'est que les personnes qui ont plus d'empathie, c'est-à-dire la capacité à comprendre ce que les autres personnes ressentent, la tendance à ressentir de la compassion pour les autres, c'était associé à un meilleur fonctionnement social. Alors, qu'est-ce que je veux dire par fonctionnement social? Je veux parler de plus d'altruisme, donc le fait d'avoir plus d'actions, disons, pour aider l'autre de manière désintéressée. Plus de satisfaction de couple aussi chez les personnes qui ont plus d'empathie. Aussi, alors au niveau scolaire, les personnes qui ont des professeurs empathiques sont des personnes qui ont plus de chances de réussir. Moins d'agression aussi, de comportements agressifs chez les personnes qui ont plus d'empathie. À un niveau plus personnel, un meilleur bien-être et une meilleure santé physique. Il y a quelques études qui allaient dans ce sens-là, sur les bienfaits de l'empathie. Et enfin, l'empathie peut aussi mener à moins d'isolement. Et cette notion d'isolement, elle est importante parce qu'on sait que l'isolement peut mener à plus de dépression et d'anxiété, peut mener donc alors j'ai mis plus de soutien social, mais moins, pardon, de soutien social, et peut aussi, enfin, je suis trompée dans les moins, mais moins d'isolement peut mener à un meilleur pronostic dans le cancer du sein. Donc on voit finalement comment les choses peuvent découler les unes des autres, avoir une meilleure empathie, ça peut mener à avoir de meilleures relations sociales, à être moins isolé et parmi d'autres facteurs, mener à un meilleur pronostic dans le cancer. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre théorique-là de l'empathie que j'ai mené avec mes collaboratrices les 3 études. Et je me suis intéressée à d'autres cancers, donc pas uniquement limiter l'étude, les recherches auprès de patients qui souffrent de gliome, élargir à d'autres dimensions sociales, parce que ce qui avait été fait pour le moment, c'était plus donc la perception de la manière dont les personnes rentrent en interaction avec les autres. Mais moi, je me suis vraiment plus intéressée aux notions d'empathie. Ce qui m'a intéressée aussi, c'est de poser la question aux aidants de la perception qu'ils ont des changements depuis la maladie. Disons que si une personne, voilà, on peut s'imaginer que s'il y a vraiment eu un changement dans les comportements du patient, ça peut être peut-être plus impactant pour l'aidant, plus perturbant qu'une personne, par exemple, qui a toujours, par exemple, eu des difficultés à avoir de l'empathie pour les autres. Et enfin, ce qui m'intéresse aussi dans ces recherches, c'était de pouvoir comparer la perception qu'ont les aidants des difficultés, mais aussi avoir des mesures plus objectives chez les patients, pour voir qu'est-ce qui allait le plus prédire finalement le bien-être des aidants. Et je me suis intéressée en termes de bien-être, c'est un terme très large, mais en termes de qualité de vie, de dépression, d'anxiété, et aussi pour l'étude qui a été faite chez les patients avec un gliome, ce sentiment de fardeau. Et donc, comme je disais, je vais présenter 3 études. Donc, une étude, la première, qui porte sur la perception qu'ont les aidants des habilités sociales des patients. Alors, c'est une étude qui est faite uniquement chez les aidants. Une deuxième étude qui a été menée chez les aidants et chez les patients en parallèle. Donc, en général, je pense que il y avait une fois où c'était le père et le patient était le fils, mais sinon, c'est les conjoints.
Donc, la perception des aidants, des difficultés des patients, mais aussi les mesures faites chez les patients. Et enfin, une troisième étude où c'est une étude qui a été menée uniquement chez les patients, donc grâce aux sentinelles, donc les mesures des habilités sociales chez les patients avec tout type de cancer. Alors, la première étude, c'est grâce à vous. C'est une étude qui avait été menée auprès de près de 200 aidants et aidantes. Et grâce à cette étude, on a vraiment pu mieux comprendre les liens que pouvait avoir la perception qu'avaient les aidants des difficultés au niveau social des patients et voir le lien que ça pouvait avoir avec leur bien-être. Et donc, on a fait passer des questionnaires donc uniquement aux aidants et on leur a demandé d'abord de remplir un questionnaire d'anxiété et de dépression, donc à quel point ils avaient tendance à se sentir tendus ou énervés, à quel point ils avaient tendance à ne plus avoir autant de plaisir qu'avant, et un questionnaire de qualité de vie qui va évaluer différentes dimensions, donc le bien-être psychologique et physique, les relations avec les soignants et le système de soins, des aspects plus administratifs et financiers, le temps libre, l'impact du fait d'être aidant sur le temps libre et l'impact du fait d'être aidant sur la vie personnelle. Et on leur a parallèlement demandé comment est-ce qu'ils percevaient les patients. Donc, on leur a demandé d'évaluer si le patient arrivait encore, par exemple, à s'habiller tout seul, à faire à manger, à conduire, etc. Donc, voir les, les capacités des patients à avoir des activités de la vie quotidienne préservées ou non. Des aspects cognitifs, est-ce qu'ils ont, les patients ont du mal à se souvenir du nom de personnes. Au niveau émotionnel aussi, est-ce que c'est des personnes qui ont plus de mal, ici des exemples, à contrôler leurs pleurs, et des aspects plus interpersonnels, donc comme je disais, des difficultés à entreprendre une conversation dans un groupe. Si on s'intéresse plus spécifiquement à l'empathie, on a demandé aux patients d'évaluer à quel point ils avaient l'impression que les patients avaient une bonne empathie, dans le sens où ils avaient tendance à prendre la perspective de quelqu'un d'autre, à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, à prendre vraiment en considération le point de vue d'une autre personne. Aussi, alors, c'est une dimension plus de s'identifier à des personnages de fiction, de romans, de films, aussi dans l'idée de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et une dimension plus émotionnelle, qui est ce qu'on appelle la préoccupation empathique, mais finalement, c'est tout ce qui est compassion et sympathie. Et au contraire, la détresse, qui va être plus la tendance à être submergée par le fait d'être témoin d'émotions négatives chez une autre personne. Et finalement, comme j'en parlais au début, je me suis aussi intéressée aux changements depuis le diagnostic, depuis que la personne est malade, et voir s'ils ont perçu un changement au niveau fonctionnel, donc au niveau, ça rejoint un peu les activités de la vie quotidienne, au niveau des déplacements, au niveau de leur capacité à faire des choses au quotidien. Au niveau cognitif, donc même chose, des problèmes de mémoire, des problèmes d'attention. Au niveau émotionnel, donc au niveau de la santé mentale, est-ce qu'ils perçoivent plus de colère, d'anxiété, dépression, d'irritabilité? Et enfin, est-ce qu'ils ont perçu des changements au niveau de l'empathie, soit être plus sensible, soit être moins sensible, et est-ce qu'ils ont vu plus de difficultés à comprendre ce que les autres personnes pouvaient ressentir? Et les résultats de cette première étude, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré que si on s'intéresse globalement à tous les résultats, on voit des liens surtout avec la qualité de vie. Et on voit finalement que tous ces facteurs vont influencer la qualité de vie. Donc, la qualité de vie va être plus faible chez les aidants qui vont percevoir chez les patients des difficultés au niveau des activités de la vie quotidienne, des difficultés en termes d'empathie et des changements globalement à tous les niveaux au niveau fonctionnel, au niveau affectif, cognitif, etc. Mais sur base d'autres types d'analyses statistiques, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y a vraiment quelques facteurs qui se dégageaient, et ces facteurs étaient vraiment des facteurs sociaux. Donc, si la qualité de vie était plus faible, s'ils percevaient des difficultés au niveau vraiment du fonctionnement social des patients, s'ils percevaient un manque d'empathie, un manque de compassion chez le patient, s'ils percevaient une tendance à ressentir plus de détresse, donc d'être plus facilement, enfin plus rapidement, disons, submergés par les émotions des autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la qualité de vie était impactée par un changement au niveau de la santé mentale. Donc, si
l'aidant percevait chez le patient une dégradation au niveau des affects, donc plus de dépression, plus d'anxiété, ça impactait négativement la qualité de vie des aidants. Et on voyait finalement peu de résultats avec la dépression et l'anxiété. C'est vraiment la qualité de vie qui était la dimension la plus impactée. Et donc, quelles sont les implications de cette étude? De sensibiliser tout le monde finalement au fait que ces facteurs sociaux peuvent détériorer la qualité de vie des aidants, et de sensibiliser les aidants, les patients, mais également les soignants, d'être comment dire, d'être conscient que ce type de facteur peut impacter la qualité de vie des aidants. Aussi, l'importance de tenir compte de la perception qu'ont les aidants. Désolée, il manque un mot. Donc, l'importance de tenir compte de la perception des aidants de ces difficultés. Parce qu'ici, on est vraiment sur la perception, et c'est dans la deuxième étude qu'on va voir l'impact des mesures, mais en tout cas, la perception qu'ont les aidants a déjà un impact sur leur qualité de vie, et se concentrer sur aussi des changements perçus depuis que la maladie est apparue. Alors, pourquoi est-ce que ces dimensions sociales, elles ont un tel impact? Une hypothèse qu'on a eue, c'était que ces troubles pouvaient modifier peut-être l'identité et la personnalité de la personne. Si une personne était très empathique et qu'à un moment, elle est plus insensible aux émotions des autres, on peut vraiment avoir l'impression que la personne n'est plus la même et que son identité a pu changer. Et une autre hypothèse aussi, c'est peut-être que ces changements vont être perçus comme moins contrôlables, peut-être moins réversibles, peut-être plus difficiles aussi à accepter. C'est peut-être pour ça que ça peut impacter plus négativement la qualité de vie des aidants. Et une question, pour faire le lien avec l'étude numéro 2, est-ce que finalement c'est vraiment la perception, ou est-ce que si on fait des mesures entre guillemets plus objectives chez les patients, est-ce qu'on retrouve un même lien avec la qualité de vie? Et est-ce qu'il y a finalement des difficultés sociales chez les patients? Et dans cette deuxième étude, on s'est intéressé plus spécifiquement aux patients qui souffraient d'un gliome, donc qui sont les principales tumeurs du système nerveux central. Et on s'est intéressé ici, comme je disais, tant aux patients qu'aux aidants. Alors, on s'est intéressé aussi à cette population parce qu'il y avait déjà des résultats préliminaires dans cette population. Et il y avait aussi, du fait de la localisation de la tumeur, des risques plus avérés d'avoir des difficultés liées à des mécanismes qui sont sous-tendus par des zones cérébrales où peut se situer la tumeur. Et donc, on a regardé la littérature, et ce qu'on a vu dans la littérature, c'est que beaucoup d'études s'intéressaient à l'impact des tumeurs cérébrales sur les aspects plus cognitifs, sur des aspects plus affectifs en termes d'anxiété, de la dépression, où justement il y a des résultats contradictoires par rapport à cette dimension, et aussi par rapport à leur difficulté à identifier leurs propres émotions. Donc un concept qu'on appelle alexithymie, donc des difficultés à mettre des mots sur ses propres émotions. Et dans ces études, les chercheurs comparent les patients qui ont une tumeur de haut grade versus bas grade, l'impact des différents traitements. Et si on regarde plus en détail ce qui a été fait sur les études en lien avec les difficultés sociales possibles des patients avec un gliome, il y a quelques études qui ont été menées, et ce que ces résultats préliminaires ont montré, c'est effectivement la présence de difficultés à identifier les émotions des autres, que les émotions soient exprimées avec le regard, comme ici vous avez un exemple, soit exprimées par la voix, donc si on exprime une émotion au niveau de notre voix, soit des émotions exprimées par le visage des individus. Et donc globalement, les résultats montrent qu'il y a des difficultés. Par contre, il y a des résultats fort différents de l'impact de la localisation tumorale, ou c'est plus lié à l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit, des résultats aussi contradictoires en termes de traitement, de grade et de type d'émotion qui est déficitaire. Donc on voit qu'il y a quand même des études, mais que il y a pour l'instant encore peu de consensus sur l'impact de ces variables. Et donc on a voulu aussi évaluer ces dimensions, mais aller un peu plus en détail dans l'empathie, et évaluer vraiment différentes dimensions.
Donc, ce sont des patients qui avaient été vus au CHU de Lille et au CHU de Saint-Étienne. Il y a 51 patients qui ont été vus avec une majorité d'hommes. Des patients qui avaient surtout enfin, voilà, un grade qui était une tumeur de grade 4, donc en plus un glioblastome. Et on a comparé les mesures qui ont été faites chez ces patients à des mesures faites chez des participants qui n'avaient pas de cancer, ce qu'on va appeler le groupe contrôle. Donc des personnes qui ont plus ou moins le même âge, qui ont avec plus ou moins le même ratio homme-femme. Bon, ici, on n'a pas exactement le même ratio, mais l'idée, c'est d'avoir un groupe qui a parié en termes d'âge et en termes de sexe pour pouvoir comparer les résultats aux études. Et on sait, voilà, si vous avez aussi d'autres précisions sur les caractéristiques cliniques des patients, une grande majorité des patients qui ont eu une chirurgie ont eu une chirurgie complète, mais la moitié plus ou moins des patients n'ont pas eu de chirurgie. Quasi la totalité des patients ont eu de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Et on voit en termes de localisation que voilà, il y a la moitié des patients qui ont une tumeur au niveau de l'hémisphère gauche, l'autre de l'hémisphère droit. Et au niveau plus précis, alors plus précis, mais quand même pas, disons, suffisamment précis, mais on voit que les tumeurs étaient plus au niveau frontal et également des tumeurs au niveau temporel. Je précise déjà qu'en fait, je ne vais pas présenter les liens entre les aspects plus cliniques et les troubles des patients, parce qu'on avait des résultats aussi voilà, qui sont en cours d'analyse. Et donc, voilà, je n'ai pas encore eu non plus le temps d'analyser tout ça. Donc, je préfère voilà, déjà prévenir ça. Quelles tâches ont passé les patients et les sujets contrôle? Alors, des mesures d'anxiété, de dépression, des mesures du fonctionnement cognitif en termes d'attention, en termes de mémoire, et des tâches plus d'habilité sociale. Donc, une première tâche qui est utilisée pour mesurer justement cette empathie, c'est ce qu'on a appelé la détection de faux pas. Un faux pas, c'est quand une personne dit quelque chose ou fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, qui va blesser une autre personne, mais sans intention de blesser une autre personne. Et dans cette tâche, il y a plusieurs scénarios. Et les participants doivent dire est-ce que quelqu'un a dit ou fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire et quel est l'impact émotionnel sur la personne qui était la victime finalement du faux pas. Donc ici, j'ai mis un exemple du faux pas pour pouvoir illustrer voilà, ce qu'est un faux pas. Donc ici, c'est voilà, Julie qui vient d'emménager dans un nouvel appartement. Elle va faire des courses, achète de nouveaux rideaux pour sa chambre à coucher. Donc elle a à peine fini de décorer son appartement lorsque sa meilleure amie Lise lui rend visite. Julie lui fait visiter l'appartement et lui demande « Comment trouves-tu ma chambre à coucher ?» Et Lise dit « Ces rideaux sont horribles, j'espère que tu vas t'en acheter des nouveaux. » Donc en fait, ici, c'est un faux pas dans le sens où Lise n'avait aucune idée que Julie venait d'acheter ses rideaux. Et en fait, Lise pensait que ces rideaux étaient encore là des anciens propriétaires, locataires de l'appartement. Donc ici, Julie va être vexée du fait que sa meilleure amie critique ses goûts, mais Lise n'a pas du tout conscience qu'elle va blesser Julie. Donc ça, c'est les faux pas, ce qu'on va appeler détection de faux pas. Une autre tâche, on a demandé aux participants d'identifier les émotions qui étaient exprimées sur un visage. Donc ici, vous avez un visage neutre, un visage de colère, de peur, tristesse et de dégoût. On n'a pas fait la joie. Je crois qu'au départ, on avait la joie, on l'a retirée parce que la tâche était très longue. Et finalement, généralement, les personnes n'ont pas de difficulté à identifier la joie parce que c'est la seule émotion positive et donc ils l'aperçoivent en général tous globalement correctement. Donc, on s'est plus intéressé aux émotions négatives. Une autre tâche, et peut-être que certains d'entre vous la connaissent parce qu'ils ont peut-être passé l'étude là récemment. Donc, c'est une tâche où on va demander aux participants, toujours dans la même idée, d'identifier ce que la personne va ressentir. Et donc, on montre une image et on demande à la personne de choisir le mot qui correspond le mieux à ce que la personne exprime. Donc ici, la personne doit dire si le jeune garçon est surpris, triomphant, soulagé ou satisfait.
Et dans cette même tâche, les personnes doivent dire à quel point ils vont partager l'émotion exprimée par l'autre personne. Donc, si je vois une personne qui est triste, à quel point je vais être moi-même être triste. Si je vois une personne qui est joyeuse, à quel point je vais être joyeuse. Et enfin, on a fait passer également 2 questionnaires. Donc, le questionnaire d'empathie que j'ai déjà présenté dans la première étude. Donc, cette tendance à prendre la place de quelqu'un d'autre, à prendre en considération le point de vue des autres, à ressentir de la compassion pour les autres, à ressentir également de la détresse. Donc là, les patients devaient s'évaluer eux-mêmes. Donc c'est j'ai tendance à prendre en compte le point de vue de quelqu'un d'autre, de jamais à toujours. Et enfin, un questionnaire de compétences émotionnelles. On ne parle plus tellement d'intelligence émotionnelle, mais plus de compétences émotionnelles. Et donc ici, la personne doit évaluer ses capacités à comprendre ses émotions, à exprimer ses émotions, à utiliser, à réguler ses émotions et les émotions des autres. Donc ici, c'est vraiment un fonctionnement plus général de, de fonctionnement émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de résultats? Donc en termes de résultats, on voit que les patients qui souffrent d'un gliome ont plus de difficultés au niveau cognitif. Donc, plus de problèmes de mémoire, par exemple, d'attention. Alors, contrairement à l'hypothèse qu'on avait, les patients présentaient moins d'anxiété et de dépression. Ça, je vais y revenir plus tard. Donc, je note, hein, ce n'est pas des résultats qui étaient si intuitifs. Les patients présentent aussi des difficultés à identifier justement ce faux pas, donc à savoir identifier l'émotion ressentie par la personne qui est victime du faux pas. Et ce qui est intéressant aussi, que je n'avais pas précisé, c'est que dans cette tâche, il y a des scénarios où il n'y a pas de faux pas. C'est des situations dites contrôle, où en fait, c'est une interaction entre 2 personnes, personne dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et en fait, les patients vont percevoir des faux pas dans des scénarios où il n'y a pas de faux pas. Donc, il y a une sorte de surinterprétation de comportements blessants perçus chez les autres. Les patients présentaient aussi des difficultés en termes de reconnaissance des expressions émotionnelles, donc en termes de colère, mais aussi plus globalement toutes les émotions qui étaient présentées dans la tâche, dans l'autre tâche. Et ce qui est intéressant, c'est que les patients avaient aussi plus tendance à percevoir des émotions là où il n'y en avait pas. Dans le sens où les visages neutres, les patients avaient tendance à dire qu'ils exprimaient une émotion. Or, c'était un visage neutre. Donc là aussi, je vais y revenir, mais c'est aussi cette idée d'un peu de surinterprétation d'une dimension émotionnelle qui n'existe pas. Et enfin, en termes de niveau des questionnaires, les patients présentent moins de tendance à se projeter dans des personnages fictifs et rapportent avoir un moins bon fonctionnement émotionnel en termes de compréhension de ces émotions, d'identification, d'expression de ces émotions. Mais par contre, les patients ne différaient pas du groupe contrôle en termes de partage des émotions. Donc, les patients partageaient avec une même intensité les émotions des autres et pas de différence non plus au niveau plus affectif en termes de compassion et de détresse. Et donc, quelles sont les implications de cette étude par rapport aux mesures qui sont faites des habilités sociales chez les patients? C'est que les patients présentent bien des difficultés à identifier les émotions des autres. Et ce qu'on a pu voir, c'est cette idée de surinterprétation de certaines réponses émotionnelles, où ils vont percevoir une émotion là où il n'y en a pas, ou percevoir un faux pas là où en fait personne n'a été spécialement victime d'un faux pas. Et une hypothèse, c'est peut-être que les personnes ont une sorte de sursensibilité aux opinions des autres et peut-être une peur d'être évaluées négativement qui va faire qu'on va avoir ce biais de percevoir des émotions négatives, de peut-être de percevoir un jugement chez les autres alors qu'il n'y en a pas. Et enfin, en termes d'anxiété et de dépression, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce qu'on a vu, c'est que les patients rapportaient moins d'anxiété et moins de dépression que le groupe contrôle. Et ici, on peut faire l'hypothèse peut-être que les patients sont plus résilients, finalement, se sont adaptés, ont changé ça, je vais en discuter aussi plus tard, ont changé un peu leur priorité et finalement se sont adaptés à la situation, ont vraiment été dans une
l'étape d'acceptation, et c'est peut-être aussi un biais qu'on a, le fait qu'ils aient participé à l'étude, peut-être signifie aussi qu'ils ont accepté finalement ce cancer. Donc ça peut peut-être expliquer pourquoi est-ce que les patients étaient moins anxieux et moins déprimés. Alors, pas si vous vous souvenez, donc dans cette étude, on a aussi interrogé les aidants. Et pourquoi on a interrogé les aidants? Voilà, pour voir l'impact des difficultés sociales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est basé sur ce modèle. Alors, je vais aller vite sur ce modèle. En fait, vous avez d'un côté, le côté gauche, les difficultés des patients, et à droite, vous avez les réponses de l'aidant, donc son bien-être émotionnel, son bien-être physique. Et dans ce modèle qui a été développé par Sherwood, qui est spécifique aux patients, il s'intéresse vraiment à ces dimensions-là. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir vraiment l'impact des relations sociales. Est-ce que si les patients présentent des difficultés au niveau social, est-ce que ça peut impacter les dents? Et donc, c'est vraiment sur ce modèle qu'on s'est basé. Donc, comme on a fait voilà, pour la première étude, demandé aux aidants d'évaluer leur bien-être, d'évaluer leur niveau de dépression, d'anxiété, de fardeau. Et qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que des mesures qui avaient été faites auprès des patients allaient être associées au bien-être des aidants, et plus spécifiquement au niveau du fardeau. On a quelques résultats, alors pas autant qu'on le pensait. Ce qu'on a vu, c'est que les aidants ont plus un sentiment de fardeau s'ils perçoivent, non, pardon, ont plus un sentiment de fardeau si les patients présentent des difficultés en termes de détection des expressions neutres. Donc, s'ils surinterprètent la dimension émotionnelle de visage neutre, si les patients vont avoir plus de difficultés à détecter les émotions de manière générale, que ce soit au niveau des images ou dans les scénarios de faux pas. Et comme on leur avait aussi demandé aux désolée, on avait aussi demandé aux aidants d'évaluer leur perception qu'ils avaient des difficultés sociales des patients, on a observé des résultats similaires à la première étude, dans le sens où c'est surtout des aspects sociaux qui vont le plus prédire la qualité de vie et le fardeau des aidants, dans le sens où plus les aidants vont percevoir des difficultés au niveau de la prise de perspective, donc de prendre la place de quelqu'un d'autre et de ressentir de la compassion pour les autres, plus leur qualité de vie va être impactée, plus leur sentiment de fardeau va être élevé. Et donc, finalement, qu'est-ce que ces deux premières études montrent? Elles montrent l'importance déjà de la dimension sociale sur l'état de l'aidant dans les gliomes, donc auprès de patients qui souffrent de gliomes. Et ce qu'on a pu aussi montrer, c'est que finalement, cette dimension de relation sociale, elle a aussi un impact dans les autres cancers. Et ça, c'est la première étude. Donc, en fait, les deux études vont dans le même sens. Et donc, on s'est demandé, est-ce que c'est le fait d'avoir un gliome, est-ce que c'est la tumeur cérébrale vraiment localisée, enfin la tumeur localisée au niveau cérébral? Est-ce que c'est le fait d'avoir un cancer? Est-ce que ce sont les traitements qui vont impacter les habiletés sociales des patients? Et donc, pour répondre à cette question, on a mené la troisième et dernière étude, là, qui est toute récente. Et là, d'abord, merci parce qu'en fait, vous avez été super nombreux. Je ne m'attendais pas à avoir autant de réponses à ce questionnaire. Cette enquête, ça a été très rapide et voilà, je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes. Donc, en fait, vous avez été plus de 600 à vous connecter. Finalement, il y a près de 500. Enfin, vous êtes 500 à avoir répondu à l'enquête totalement. Donc voilà, déjà, merci pour ça parce que voilà, c'était beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, déjà, merci pour ça. Ce qu'on voit, c'est que c'est surtout des patientes qui souffrent d'un cancer du sein qui ont répondu à l'étude. Et alors, il y a d'autres types de cancers, mais globalement, on a 98% de femmes dans l'étude. Et si on regarde plus précisément le profil des patients, la plupart d'entre vous, la plupart des patients n'étaient plus en traitement lorsqu'ils ont répondu au questionnaire. Mais ce qu'on peut voir dans la première colonne,
c'est le pourcentage de patients qui ont eu de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie, une chirurgie et de l'immunothérapie. Donc, on voit que la plupart des patients ont eu, en tout cas, une chirurgie, de la radiothérapie, chimiothérapie et hormonothérapie. Et à droite de l'écran, ce que vous voyez, c'est la séquence des traitements. Donc, dans quel ordre les traitements ont été faits. On voit que dans 70% des cas, les patients ont d'abord eu une chirurgie, ensuite ont eu de la chimiothérapie, et puis suivi de la radiothérapie, et puis de l'hormonothérapie, et l'hormonothérapie qui continue, enfin voilà, qui est aussi élevée en dernier type de traitement, avec aussi de l'immunothérapie en dernière séquence de traitement. Comme ça, vous avez un peu un aperçu du profil de la séquence de traitement des participants et participantes de l'étude. Et donc, dans cette étude, comme je vous disais, on s'est intéressé aux mesures d'habilité sociale chez les patients. Et en fait, on a fait passer dans cette enquête les deux questionnaires que je vous ai déjà présentés sur l'empathie et aussi le fonctionnement émotionnel général, et la tâche de reconnaissance et de partage des émotions. Donc, quelle est l'émotion exprimée et à quel point vous partagez l'émotion qui est exprimée. Alors, les résultats préliminaires, parce que je n'ai pas encore tout analysé, c'est que les patients et patientes vont rapporter avoir plus de difficultés au niveau émotionnel en termes d'identification, de régulation, de compréhension, donc vraiment de manière générale. Par contre, pas de différence avec le groupe contrôle de l'étude 2, donc en fait avec les personnes qui avaient été appariées en genre, enfin en sexe et en âge avec les patients qui souffraient d'un gliome. On voit que ici, ceux qui ont répondu à cette enquête ne diffèrent pas en termes de performance de reconnaissance et ne diffèrent pas en termes d'intensité de partage des émotions. Et par rapport à l'empathie rapportée, non plus, pas de différence. Alors, je suis allée un peu plus loin dans les analyses par rapport au type de traitement, et ce que j'ai pu percevoir sur base des résultats, c'est qu'il n'y avait pas de différence en termes de réponse chez les patients qui étaient en cours ou qui avaient terminé leur traitement. Pas de différence non plus selon le grade, selon que la personne était en rémission ou non. La présence de métastases n'influençait pas non plus les résultats. Et par contre, un résultat intéressant ici, c'est l'effet des traitements. Donc en fait, la chimiothérapie, le fait d'avoir eu ou d'être actuellement en chimiothérapie, ou d'avoir eu ou d'avoir actuellement de la radiothérapie, a un impact positif sur l'empathie, dans le sens où les personnes qui ont eu ou ont actuellement ces traitements sont des personnes qui vont rapporter avoir plus de compassion pour les autres, avoir de meilleures compétences émotionnelles et avoir plus tendance à prendre la perspective d'autrui. Donc ça, c'est aussi un résultat intéressant auquel je ne m'attendais pas. Et donc, pour résumer les résultats de cette étude, donc les habiletés sociales semblent préservées chez les patientes qui ont répondu au questionnaire. Donc ici, globalement, les patients qui ont eu ou qui ont actuellement un cancer du sein. Et comme je disais, ce qui est intéressant, c'est que les traitements sont associés à des niveaux plus élevés d'empathie. Et là aussi, on peut se demander, comme je s'était posé la question sur l'anxiété de la dépression, est-ce que ce n'est pas lié à la résilience et à ce qu'on va appeler le response shift? Donc en fait, l'idée de changer ses valeurs, de changer ses standards et finalement de se focaliser sur l'essentiel. Et peut-être que finalement, l'essentiel, c'est vraiment la dimension sociale, de faire partie aussi d'une communauté, le fait de prendre plus en compte les autres et peut-être soi aussi. Et donc d'être plus connecté aux autres. Et en fait, j'ai repris aussi une slide de la présentation de Marie Préau qui avait été faite il y a 1 an, plus ou moins, je pense, peut-être un peu moins, sur l'impact du confinement sur la qualité de vie des patients. Et en fait, en regardant cette présentation,
il y a un résultat que je trouvais intéressant et à mettre en lien avec les résultats actuels, c'est que les femmes qui avaient une histoire de cancer, on voit, alors c'est écrit en tout petit, pardon, mais ils accordaient plus d'importance aux relations avec leur enfant et leur famille et à leur vie sociale et culturelle, contrairement aux femmes qui n'avaient pas eu d'histoire de cancer. Et là, ça rejoint un peu cette idée qu'en fait, le fait d'avoir eu ou le fait d'avoir un cancer peut changer ses priorités et quelque chose qui était important avant, comme le travail, peut être plus désinvesti et on se rend compte que finalement, c'est pas le travail qui est important, c'est de se rapprocher de sa famille. Et ça rejoint peut-être aussi les résultats qu'on a dans cette étude. Et donc, pour résumer les résultats de ces 3 études, parce que c'est un peu dense ce que je viens de vous présenter, donc la qualité de vie des aidants est prédite par leur perception des difficultés sociales des patients, mais aussi leur perception des changements au niveau de leur santé mentale, hein, le fait qu'ils perçoivent plus de dépression et d'anxiété, plus d'irritabilité chez les patients. Aussi, la qualité de vie des aidants chez les patients avec un gliome, aussi liée à leur perception des difficultés sociales, mais aussi à des mesures qui ont été faites chez les patients, donc les 2 dimensions, mais c'est plus, il y avait vraiment on avait finalement, voilà, un résultat que sur le fardeau, au niveau des mesures objectives et c'est vraiment plus la perception qui avait un effet, chez les aidants. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les patients avec un gliome présentaient des difficultés sociales et enfin, dans la dernière étude, l'étude 3, ce qu'on a montré, c'est que les patients qui souffrent d'un cancer et surtout d'un cancer du sein, parce qu'il y avait 90 personnes, enfin des personnes qui ont répondu qui souffraient ou qui avaient souffert d'un cancer du sein, semble avoir des capacités sociales préservées et même que certains traitements vont être associés à plus d'empathie. Donc ça, c'est pour résumer les 3 études. Alors, les 2 dernières slides et puis après je m'arrête. Le take-home message, donc vraiment ce qu'il faudrait retenir de cette présentation, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact des habilités sociales sur la qualité de vie des aidants par rapport à ce qu'on peut penser en termes du statut clinique des patients ou en termes des difficultés plus cognitives, des aspects plus pratiques. C'est vraiment la dimension sociale finalement qui va le plus, en tout cas la perception des difficultés sociales qui va le plus impacter la qualité de vie des aidants. Et en termes cliniques, voilà, plusieurs pistes. Déjà, réussir à identifier les aidants qui seraient vulnérables et de pouvoir les percevoir rapidement dans le parcours de soins. Et aussi peut-être d'impliquer les soignants pour les sensibiliser justement à la détresse des aidants de manière générale, mais aussi aux facteurs qui peuvent prédire ces difficultés. Aussi apporter un soutien aux aidants qui, enfin, c'est ça, un soutien en termes aussi d'acceptation et de prévention par rapport aux difficultés sociales des patients. Donc de prévenir aussi, peut-être les aidants qui pourraient, peut-être percevoir des difficultés sociales et que ça pourrait les impacter. Donc, de déjà, voilà, pouvoir les sensibiliser par rapport à ça. Et aussi toujours par rapport aux aidants, de légitimer, leur détresse, de se donner le droit d'aller mal aussi et de pouvoir, d'aider les personnes à oser exprimer cette détresse et donc de développer aussi plus des interventions pour les aidants, mais parallèlement soutenir les patients, sensibiliser, comme je disais, hein, les patients par rapport aux possibles difficultés qu'ils pourraient avoir. Améliorer leur capacité d'empathie, donc ça plus spécifiquement chez les patients avec un gliome et vu que, on a aussi vu que, comment dire? La perception qu'avaient les aidants des difficultés au niveau des changements au niveau affectif des patients pouvait les impacter. Voilà, ça veut aussi dire qu'il peut être intéressant de prendre en charge la santé mentale qui peut être dégradée chez les patients. On a vu qu'il y avait un résultat assez particulier dans l'étude 2, mais voilà, les personnes qui ont un cancer peuvent présenter plus d'anxiété, plus de dépression, donc voilà, des points à prendre en charge rapidement dans le parcours de soins. Et enfin, en termes de recherche, pour pas oublier cette dimension dans les pistes, il faut savoir qu'en fait, j'avais un peu dit au début, mais c'est important de le rappeler,
qu'en fait, effectivement, la santé des patients peut impacter la santé des aidants, mais l'inverse est vrai aussi. En fait, il y a une étude qui a montré que la santé physique et mentale de l'aidant peut venir prédire plus tard la santé aussi du patient. Un autre point qui pourrait être intéressant d'approfondir, c'est justement la réorganisation des priorités, des valeurs et l'impact que ça peut avoir sur la dimension sociale et peut-être les changements en termes de capacité d'empathie. Peut-être qu'au cours du parcours de soins, peut y avoir une amélioration des capacités d'empathie des patients. C'est des choses qui pourraient être intéressantes. Et aussi en termes de pistes, si la dimension sociale et la priorité, c'est vraiment le social, d'essayer de proposer d'autres réseaux, de proposer des interventions. Alors les Sentinelles est un réseau qui permet justement ça, mais de pouvoir en proposer d'autres pour justement maintenir ce lien social. Alors, je voudrais d'une part remercier les collaboratrices de l'étude, donc docteur Carole Ramirez, avec qui on a travaillé, qui était venue avec cette idée de qualité de vie des aidants de patients avec un gliome. Et on a démarré cette étude assez rapidement. Et voilà, après, elle est partie à Saint-Étienne. Mais voilà, je voulais remercier Carole Ramirez. C'est un plaisir de travailler avec elle. C'est un plaisir aussi de travailler avec les autres collaboratrices, donc avec Véronique Christophe, avec Charlotte Dassonville, avec Anne-Sophie Baudry et Mélanie Brison, qui nous aident aussi dans la collecte de données à Saint-Étienne. Voilà, je voulais aussi remercier mes collègues plus aussi directs, donc Christelle Dupré et Christopher Lamort, avec qui je travaille à l'Université de Lille, et évidemment Guillemette et Guillaume, voilà, pour leur super travail. Et voilà, et merci à Guillemette pour les questionnements, voilà, pour pouvoir aussi me mettre en lien avec les patients. Et finalement, je termine, et puis c'est ma dernière slide. Surtout, merci à vous toutes et vous tous, parce que en fait, sans vous, les études n'auraient pas pu se faire. Et vous avez été, comme je dis, nombreuses, réactives. En fait, vous permettez de faire avancer la recherche, d'une part, mais la faire avancer rapidement. Et aussi un processus scientifique de révision des projets. Et voilà, ça aussi, c'est des choses qui sont appréciables au Sentinelle. Vous nous faites réfléchir aussi à des questions qu'on ne se posait pas avec vos retours, et vous faites vraiment profiter de votre expérience. Et donc voilà, merci beaucoup à vous toutes et vous tous. Merci Delphine. Alors on avait prévu quelques petites questions pour les participants. Désolée, je suis désolée. Alors, donc, je ne sais pas si Guillemette peut lancer les questions. Vous auriez dû m'arrêter, Guillaume. Je suis désolée. Non, mais c'est pas, non, il n'y a pas de souci. Alors, c'était donc déjà, Guillemette, si tu peux lancer l'étude, c'est savoir parmi les personnes qui sont connectées à la conférence, si certaines d'entre vous ont participé à l'étude. Donc on l'a vu, il y avait plusieurs volets, certaines en tant que patientes ou certaines en tant qu'aidants. Donc la question va pouvoir être posée. Et ensuite, donc on avait aussi deux autres questions. Donc ça c'est dans l'onglet sondage, vous allez voir. Donc pour les aidants, est-ce que vous avez est-ce que vous percevez des changements au niveau des habiletés sociales dont Delphine nous a parlé? Donc oui, elles se sont améliorées, oui, elles se sont dégradées. Et pour les patients, est-ce que vous avez perçu ou est-ce que vous percevez des changements au niveau de vos habiletés sociales? Donc oui, elles se sont améliorées ou dégradées. Et donc vous pouvez donc participer à ces questions et on va laisser un petit peu de temps. Je suis désolée, en tout cas, vous auriez vraiment dû. Non, mais il n'y a pas de souci, Delphine. Non, mais c'était très. Je vais pas regarder le temps. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, ça nous laisse encore un peu de temps pour échanger avec tout le monde. Donc, alors on voit qu'on a donc je laisse un petit peu de temps. Donc vous pouvez tous partager. Vous voyez, on a plein de merci. Donc tout le monde était très cool. Donc on a quelques personnes. Il y a 4-5 personnes qui ont
qui ont participé en tant que patients. On n'a pas d'aidants aujourd'hui là qui sont connectés. Et donc pour les autres, donc, quand on l'a dit, donc chez les patients, on voit que c'est à peu près partagé sur la modification des habiletés sociales. Parce que c'est il y a une petite moitié qui disent qu'elles se sont améliorées et une moitié qui disent qu'elles sont dégradées. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'intérêt de notre étude, c'est qu'il y avait un échantillon plus important. Une question donc que j'ai là pour le moment, donc c'est vous l'avez montré, certaines études ont été impulsées aussi en lien avec des équipes de médecins, de recherche clinique. Là, est-ce que ces résultats, vous les avez présentés aussi à des équipes de cliniciens et pour peut-être avoir justement une approche un peu plus large et impliquer les aidants et que la prise en charge ne concerne pas que le patient, mais qu'on puisse avoir, que l'équipe médicale puisse avoir un discours ou un message qui soit passé auprès des aidants. Est-ce que ces résultats sont partagés avec les médecins? En fait, je pouvais présenter l'étude auprès de médecins, mais c'était encore des études, je n'avais pas encore présenté les résultats sur les aidants. C'était vraiment les résultats pour les patients. Et ils avaient vraiment amené des questions intéressantes en termes, voilà, aussi en termes peut-être d'anxiété sociale chez les patients qui font qu'ils ont ce biais d'identifier des émotions. Là, il pourrait ne pas y avoir d'émotions. Et aussi l'importance, et c'est pour ça aussi que la troisième étude, elle a été lancée, c'est des retours des médecins, pour pouvoir comparer à des patients qui ont eu des traitements. Est-ce que c'est dû au traitement? Est-ce que c'est dû à la localisation tumorale? Donc ça, c'est par rapport aux patients. On n'a pas encore fait de retour sur l'étude avec les aidants, mais c'est ce que je disais en tout cas par rapport au professeur, docteur Carole Ramirez. Elle était venue aborder cette question auprès de Véronique Christophe et on avait fait une première réunion à 3 où vraiment Carole Ramirez était vraiment très sensible à l'aidant. Non, on ne les prend pas assez en compte, ils vont pas bien et il faut faire quelque chose pour eux. Et c'était vraiment sa perception qu'elle avait de la détresse de ses aidants. Et effectivement, quand je voyais, quand je faisais les entretiens avec les aidants, certains parfois lâchaient et pleuraient parce que c'était difficile. Donc, je pense qu'il y aura une bonne écoute et un bon retour des soignants par rapport à ça. Voilà, je suis assez confiante là-dessus quand on fera des retours des résultats finaux de l'étude. D'accord. Et quand on parle des dents, donc vous disiez aussi au début, donc c'est principalement souvent c'est les conjoints, la famille, les amis, ça peut être aussi des collègues. Est-ce qu'on voit des différences dans la manière dont les aidants peuvent réagir en fonction de leur statut de relation avec la personne malade? Et aussi peut-être est-ce que les femmes et les hommes, je sais pas, vont avoir des comportements un peu différents? J'ai envie de dire sûrement qu'il y a des différences, mais c'est vrai que je n'ai pas regardé les résultats par rapport à ça. Si, attendez. En tout cas, dans la deuxième étude, c'est surtout les conjoints de patients. Donc, c'est vrai que là, même au niveau statistique, c'est difficile de comparer parce qu'il y a une majorité de conjoints. Dans la première étude, on avait pris ça en compte et je vous avoue, je ne sais plus. Mais en tout cas, on avait regardé s'il y avait des différences selon que c'était le conjoint, selon que c'était l'enfant ou voire le parent de la personne malade. Mais c'est vrai que ça, malheureusement, je ne sais pas. Mais je suppose que oui. Mais voilà, j'ai pas la réponse en tout cas. Alors comme l'a dit Guillemette, la deuxième étude, donc elle est encore ouverte, si je dis pas de bêtises, Delphine. Oui, tout à fait. La troisième, donc n'hésitez pas à vous aller. Donc on remettra le lien, ou je crois que Guillemette l'a mis dans l'onglet de la discussion. Donc il est toujours possible, soit pour les personnes qui sont connectées, de participer. Et n'hésitez pas aussi à diffuser l'information s'il y a certaines personnes qui veulent participer. Écoutez, là
vois pas d'autres questions de la part des sentinelles. Je regarde. Donc, je pense que je vais remercier Delphine. Merci pour la présentation. C'est toujours important de montrer l'enchaînement de ces études et comment aussi une étude pose de nouvelles questions et les études se nourrissent. Et on est pour les sentinelles très content d'avoir pu participer à la première puis à la troisième étude et de pouvoir aussi avoir des relations comme ça qui se construisent dans la durée avec les chercheurs et pouvoir accompagner des sujets qui sont importants. Merci beaucoup Delphine pour désolée d'avoir pris autant de temps pour la présentation. Désolée. Non, mais il n'y a pas de souci, c'était très clair et très intéressant. Merci beaucoup et je souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et puis on vous recontactera très bientôt pour de prochaines conférences de Sentinelle. Bonne soirée, au revoir.